Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Merci d'écouter Europe 1. Dans un instant, Sonia Mabrouk reçoit Michel Onfray. C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Michel Onfray. Bonjour. Et bienvenue, philosophe, auteur de très nombreux ouvrages. On va bien sûr parler du dernier livre en date. Beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin, Michel Onfray. On va débuter par la tragédie au Maroc avec ce terrible bilan de plus de 2000 morts. Des recherches qui se poursuivent, la solidarité bien sûr qui est de mise. Et on voit la très forte proximité et l'amitié entre les deux peuples, français et marocains. Mais je voudrais vous interroger sur les relations France-Maroc. Beaucoup ont souligné que le Royaume ne se presse pas pour accepter l'aide de la France, qui a pourtant accepté l'aide d'autres pays. Quel signe voyez-vous ? C'est le moins qu'on puisse dire. Pardon, on dira même que, ostensiblement, le Maroc, le roi du Maroc, je dirais, parce que vous avez bien raison de distinguer les deux peuples et les deux gouvernements. Macron n'est pas la France et le roi du Maroc n'est pas le Maroc. Et il y a effectivement une amitié, une vieille fraternité, y compris avec le peuple algérien et tunisien. Il y en a une vraie présence autre que celle qui est souvent dite dans les médias. Je pense que le roi du Maroc est fâché avec la France et que beaucoup de pays sont fâchés avec la France depuis que Emmanuel Macron fait une politique qui n'a ni queue ni tête sur le terrain international. C'est-à-dire qu'on n'existe plus. Il y avait une lisibilité, quoi qu'on en pense. J'ai jamais beaucoup aimé Mitterrand et Chirac, mais il y avait une lisibilité de leur politique sur Israël, sur Proche et Moyen-Orient, sur les relations avec l'Union soviétique jadis, la Russie ensuite. Emmanuel Macron, c'est assez invisible. Alors, il y a plein de motifs. Il y a la question du Sahara. C'est aussi ô combien sensible et épineux, évidemment, entre le Maroc et l'Algérie. Et oui, et le souverainiste que je suis aspire à ce que le Sahara puisse être autonome et indépendant. Je veux dire, il y a aussi un moment donné où il faut décoloniser. Le problème, c'est pas de savoir à quel pays appartient un pays qui, lui, pourrait être autonome. Donc moi je soutiens le peuple sahraoui en disant demandez-leur leur avis. Alors bon, même si effectivement il y a eu presque une colonie de peuplement marocain, ça devient problématique de poser la question sous forme référendaire. Mais je pense qu'il y a un problème ici, il y a du phosphate, sous-sol, etc. Enfin on connaît les histoires. Il y a les questions de visa, je dirais, pour renvoyer au Maroc des franco-marocains qui seraient problématiques ou des Marocains qui seraient problématiques en France. Ça, je pense que le roi a un peu tort de ne pas vouloir écouter qu'on pourrait avoir un genre de politique commune. C'est-à-dire que quand on est citoyen franco-marocain, on est français et marocain. Et que peut-être des torts des deux côtés, mais l'heure, évidemment, ça va de soi, est à la solidarité. Et on voit bien l'importance qu'il y a à avoir des relations. D'abord, eu égard à ce qui se passe, mais aussi à ce dont vous parlez, Michel Onfray, en termes de sécurité, d'immigration, etc. Et là, on voit à l'aune de cette tragédie que les relations sont fraîches, pour le dire. Oui, mais il n'y a pas de grande politique. C'est-à-dire que la question aujourd'hui de l'immigration, c'est pour ou contre. Donc on a le choix entre Mélenchon qui nous dit formidable la créolisation, acceptons tout le monde, et puis Zemmour qui dit il faut absolument mettre dehors tous les Africains, y compris les Africains qui sont là depuis 3 générations. Vous avez été étonné d'ailleurs de cette formulation par Éric Zemmour qui dit qu'il faut cesser la France africaine. Il avait dit quelques jours auparavant dans le Figaro que l'Afrique se déverse dans l'Europe. Vous auriez utilisé cette image ? Sûrement pas. Pourquoi ? À quoi fait-elle référence pour vous ? Je pense que c'est assez drôle parce que on a l'impression vraiment de se retrouver dans les années 80, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jacques Chirac, et puis Éric Zemmour, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est exactement la même chose, avec des formules un peu violentes pour être sûr que la presse va pouvoir les retenir et les commenter. On sait très bien que ces discours-là sont écrits avec un stabilo, en disant il faut absolument trois éléments de langage. Je vais parler pendant 1h30, on va retenir 3 phrases. Dans les 2 phrases, on va en commenter 2. Et puis il restera toujours une espèce de petite musique. Il y a la bonne et belle formule, mais on voit bien, ce sont des choses lues, ce ne sont pas des choses improvisées. C'est petit. C'est de la petite politique politicienne. Je pense que si vraiment on veut régler le problème de l'immigration en arrêtant de confondre quiconque est de couleur un musulman et quiconque est musulman un terroriste, c'est pas possible. Éric Zemmour se trompe en procédant de la sorte et il a trompé, il a déçu beaucoup de gens. Moi, j'ai vu plein de gens me disant au départ, alors il ira, est-ce que... Bon, après, c'est, il y va, c'est drôlement bien, puis après, c'est, on va voter pour lui, puis après, je commence à douter, puis après, non, sûrement pas lui. Donc, il y a un moment donné où il faut réfléchir en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce désamour, cette espèce de défaut d'affection. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a eu la question ukrainienne, cette idée de ne pas accueillir des réfugiés ukrainiens.
il y a un moment donné où on se dit, enfin tout de même, quoi. D'abord, il y a les... Là, vous parlez de la campagne d'Éric Zemmour et de son refus d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Vous pensez que ça a été l'un des moments fondateurs Oui, parce que c'était un moment où il aurait très bien pu dire, oui, bien sûr, on les accueillera, parce que ça ne pose pas de problème civilisationnel. Et là, quand ça ne pose pas de problème civilisationnel et qu'on n'en veut pas, c'est de la xénophobie. Et qu'éventuellement, ça peut devenir même du racisme. Et donc, il y a des gens là qui disent, ah non, ça, c'est pas moi, ça. Je veux bien qu'on me protège de problèmes qui seraient liés à l'immigration, mais je ne suis pas contre les immigrés, je ne suis pas contre l'immigration, je suis pour qu'on travaille sur l'immigration. Et travailler sur l'immigration, c'est s'entendre avec l'Algérie, c'est s'entendre avec comment fait-on, par exemple, puisque c'est immigration et assimilation ou intégration au sujet de la baya et de son interdiction, Michel Onfray, après il y a eu des menaces sur un proviseur à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il revient dans son établissement. Le gouvernement dit que globalement, cela s'est bien passé, et c'est vrai, eu égard aux chiffres quand même. Mais de quoi ces menaces d'égorgement quand même sur un proviseur sont-elles le signe, le révélateur? Moi, je pense que d'abord, ça n'est pas... je vais faire bondir, mais ça n'est pas un signe religieux, c'est un signe civilisationnel. Moi, j'ai lu le Coran, j'ai lu les hadiths du prophète, j'ai lu des biographies. Il n'est pas question d'abaya. C'est un vêtement civilisationnel, et il y a un tas de jeunes filles qui ne savent pas très bien tout ça. C'est une façon de dire on porte ce vêtement civilisationnel parce que votre civilisation ne l'aime pas. Et on a beau dire burkini, pas burkini, voile, pas voile, abaya, pas abaya, c'est pas ça le problème. Pour vous comprendre, c'est une question de civilisation, donc de mœurs, davantage que de laïcité et de vêtements religieux? Oui, je pense que quand on fait comme Macron ou la gauche, ce grand discours islamo-gauchiste en expliquant que finalement, j'ai perdu mon idée, on était parti sur l'islamo-gauchisme. Oui, mais... en partant de l'abaya. Oui, c'est ça, en nous disant que la civilisation française est détestable. Oui. Mais ils nous prennent au mot. Ces gens qui nous disent vous avez raison, vous la France est connaissez qu'Emmanuel Macron a depuis évolué. C'est son ministre de l'Éducation qui a proposé l'interdiction de la baya. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu Blanquer, il y a eu Pap Ndiaye, il y a eu celui-ci, il va changer, bientôt il sera, je sais pas quoi, Premier ministre, après il va être président de la République. Ces gens-là s'en moquent éperdument. Je pense qu'il y a un moment donné où ces gamines qui portent la baya sans trop savoir ce que c'est, elles savent juste que, grossier, enfin que ça emmerde les dominants. Et que c'est ça qui les intéresse. Comme jadis, les gamins mettaient des insignes nazis à l'époque des punks, c'était pas du tout... Enfin, Donc vous n'y voyez pas d'offensive islamiste? Si, sûrement, parce qu'il y a une instrumentalisation de part et d'autre. Et je pense que l'instrumentalisation de la part des intégristes, elle est claire, et qu'ils vont passer à autre chose après. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura les menus, il y aura... Mais je pense simplement qu'ils sont forts de notre faiblesse. Et moi, je ne veux pas stigmatiser la force de ces gens, qui est une force pas très intéressante ou pas très grande, mais je stigmatise en revanche la faiblesse de nos gouvernants qui nous disent... Mais alors comment fait-on? Parce que ce sont des jeunes femmes elles sont françaises, oui. Michel Onfray, souvent de la 3e génération, maintenant c'est-à-dire très éloignées peut-être du pays d'origine de leurs parents ou grands-parents. Comment on intègre ou on assimile encore? Est-ce que vous dites c'est en arrêtant l'immigration, forcément, eh bien qu'on va pouvoir enfin commencer l'assimilation et l'intégration? C'est effectivement le problème de l'assimilation. Et c'est parce que nous n'avons pas assimilé sous prétexte de créolisation, en disant chacun chez soi, et puis on y va, les tribus, les communautés, etc. C'était de l'assimilation, c'était un fascisme, et ça l'est toujours, aux yeux d'un certain nombre. Moi je pense que le traitement de l'immigration, c'est pas l'éviction en disant vous rentrez chez vous ça veut rien dire, ces gens-là ils sont nés ici, et leurs parents éventuellement sont nés ici. C'est la question de l'intégration. Si on n'intègre pas, eh bien, effectivement, les gens diront « Ah, vous voulez pas nous intégrer? Nous, d'accord, on revendique une autre identité, pas la vôtre. » Et moi, je pense que le coupable, c'est celui qui s'en vient nous dire, par exemple, comme Emmanuel Macron, qu'il n'y a pas de culture française, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon, que nous ne sommes que des fascistes, que des nazis, que des collaborateurs, etc., etc. Ben, évidemment, il y a des gamines comme ça qui sont sans culture et qui vont finir par dire « Mais oui, c'est vrai, il a raison, donc on déteste ce pays. » Et si on déteste... Donc, ça rime à ce qu'il y a de plus solide, finalement. Oui, mais oui, c'était comme les crêtes de coq des punks à une époque, c'était juste une façon de dire j'espère que vous avez remarqué que je vous emmerde, quoi. Parce qu'il y a ce désir en même temps de dire je vous déteste et je vous signe. Ça peut aller loin, parce que dans une étude de flash dans le Figaro ce matin de la préfecture de police, cette étude, on n'en sait plus sur les profils des émeutiers en juin dernier. Michel Onfray, concernant leur motivation, on apprend qu'il s'agit surtout d'émeutes d'opportunisme en réalité. Oui. Pas tellement lié à la mort de Naël. Et puis sur le profil des émeutiers, c'est ce qui est dit. Alors là, je lis, ce sont des faits. Une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes individus de nationalité française, mais originaires de l'immigration de 2e ou 3e génération. Gérald Darmanin avait dit oui, il y en a, mais il y avait surtout des Kevin et
des Matteo. Eh bien, c'est ces gens-là qui sont coupables, pour moi. Cette façon de ne pas voir le réel, cette façon de ne rien faire pour le réel, cette façon de se comporter comme on se comporte avec l'Algérie, par exemple. Les pays du Maghreb ont un grand sens de la dignité, le sens de l'honneur. Et le sens de l'humiliation. Ils n'aiment pas qu'on les humilie, ils ont bien raison, et nous nous humilions. Et ils n'aiment pas les gens qui s'humilient. Quand on arrive à Canossa, à quatre pattes, en disant « vous présente nos excuses, on a été nuls, on n'est pas bien, etc. » Ils disent « alors, vous êtes détestables ». Si on dit non, ça va être un entretien franc et viril, mais on va pas se mettre à genoux, c'est-à-dire qu'on va arrêter de dire qu'on a été coupable surtout en permanence en Algérie. Je suis désolé, depuis 1962, ils ont leur indépendance. Ça fait un demi-siècle d'autonomie. Quand on a du gaz et du pétrole, on doit pouvoir avoir un peuple heureux. Et pas une mafia qui est au pouvoir et qui, quand je suis allé en Algérie et que j'ai regardé la télévision, moi je voyais la guerre d'Algérie qui continuait encore. Donc la France est un ennemi. Si le président de la République française s'en vient en disant « oui, vous avez raison, on est encore méchant avec vous, etc. », on est méprisé, on est humilié. Et quand le roi du Maroc s'en vient dire « je ne veux pas de l'aide française », c'est un peu ce dont on avait parlé tout à l'heure au début de notre entretien, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les laissez-passer consulaires, la question du Sahara, la question du logiciel espion, du téléphone portable du président de la République, enfin toutes ces choses qu'il faut mettre en considération, en perspective du moins, et la France n'est pas à la hauteur. Nous aurions une vraie politique concernant l'immigration, on aurait une politique africaine, et plutôt que de faire le kéké comme l'a fait Emmanuel Macron en allant mépriser des chefs d'État africains chez eux en disant qu'ils étaient tout juste bons à changer les ampoules de l'amphithéâtre dans lequel... Oui. Et donc, à un moment donné... Pardonnez-moi, parce que vous parlez d'humiliation, c'est important, Michel Onfray, je ne veux pas vous interrompre, mais vous dites le kéké en parlant du chef de l'État malgré tout. Est-ce que ce ne sont pas aussi ces expressions, parfois les vôtres, etc., je ne fais pas de lien, mais qui font qu'on peut siffler et huer un président lors d'une cérémonie de la Coupe du Monde de rugby sans considérer finalement le rôle quand même et le statut qu'a un président, quelles que soient les idées qu'il porte et ce qu'on pense de lui? Si vous vous faites détester et que vous êtes détestable, bon, ben voilà... Moi, je pense que les gens qui ont sifflé, c'est problématique parce que quand on écoute... C'est un président réélu, dans les urnes. 20%. Réélu. Et qui dit aux 80% restants, je vous méprise. Donc, effectivement, c'est une façon de dire à celui qui nous méprise qu'on le méprise. Simplement, il y a un moment donné, on ne comprend pas. Quand, évidemment, il est malin, il retourne la situation. Et quand il voit que ça va mal pour lui, il parle du rugby. Alors, d'un seul coup, les gens se mettent à montrer leur ferveur. Tout le monde aurait dit dehors, dehors, dehors. On aurait compris que c'était à lui qu'on s'adressait. Ça ne vous fait pas mal de voir un spectacle de division en Mondovision? Pas du tout. Pour le pays, pour la France, pour nous tous? Comme ça, le monde entier sait qui est Emmanuel Macron. D'ailleurs, les chefs d'État... C'est pas la France qui a été sifflée? Non. Non, la France, c'est pas ça. La France, c'est 50% de gens qui n'ont pas voté, qui ne sont pas représentés par ce monsieur. C'est plein de gens qui ont voté pour lui et qui ont voté pour lui sous prétexte d'antifascisme, etc. Donc, il aurait dû intégrer ça. Il l'a fait d'ailleurs le soir de sa réélection en disant bon, je fais la jouée modeste, j'ai des obligations, etc. Puis le lendemain matin, on les a bien eus, on recommence. Moi, je suis gaullien, c'est-à-dire que je pense qu'il faut rassembler les Français, il faut réunir les Français. Lui, il les divise dès qu'il le peut. On parlait tout à l'heure de Zemmour, c'est la même chose. C'est-à-dire, lui, il dit je parle de la France, puis finalement des Français de droite, puis après de ceux de droite qui sont ceux-là, puis en gros, etc. On ne réunit pas les Français comme ça. En parlant de réunion et des Français et peut-être de différentes France, je voudrais qu'on parle du Puy du Fou et des attaques contre ce parc qui bat des records de fréquentation. Le bénévolat, pardonnez-moi, a été moqué dans une émission sur le service public. Vous avez pris la défense du Puy du Fou. Vous y avez vu, Michel Onfray, une opposition entre une France superficielle et une France profonde, symbolisée par le Puy du Fou. Peut-être pour aller plus loin, de quoi ces attaques sont-elles le symbole pour vous ? Je pense que ce que Jean-Pierre Le Goff avait judicieusement nommé le gauchisme culturel est en train de voir son heure disparaître. Et tous ces gens qui avaient la main mise à l'université, dans les médias, la presse, etc. D'un seul coup, ils découvrent qu'avec Internet, où on peut finalement dire des choses qu'on ne dit pas sur le service public, avec des supports comme CNews, ou comme Valeurs Actuelles, ou comme Causeur, ou comme Front Populaire aujourd'hui, d'un seul coup, ils se disent, mais finalement, on est dépossédé de notre pouvoir. Et il y a une espèce de haine à l'endroit de ceux qui les dépossèdent de leur pouvoir. Quand ils font des petits colloques entre eux, subventionnés par l'État, grassement payés, etc., et qu'ils sont 20 dans la salle, on voit ce que ça donne. Et je dis dans ce texte qu'effectivement, les théâtres subventionnés ont souvent des salles vides pendant que d'autres ont les poches pleines. Je dis simplement qu'au Puy du Fou, il n'y a pas d'argent public. Mais certains, quand même, affirment que c'est un récit orienté, fantasmé, exaltant une France éternelle. Ah non, oui, pardon. Non, le récit orienté, c'est celui d'Élise Lucet, mais on le sait bien. C'est-à-dire c'est une enquête à charge
où on s'en vient chercher 3 ou 4 gens mécontents, évidemment. Quand vous faites fonctionner un truc pendant 20 ans, 30 ans, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas été content, qui aurait voulu, le complexe d'Is No Good, qui aurait voulu être à la place de Philippe de Villiers, qui s'y trouve pas, et qui après dit oui, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont donné un coup de pied à une chèvre un jour, ils maltraitent donc les animaux tout le temps, en permanence, etc. C'est facile de construire des propos comme cela. Bien. C'est à charge, c'est le service public. C'est le complément d'enquête. C'était pas cache investigation, mais vous visiez le service public, oui. Michel Onfray. Et cette haine, si on peut dire, du monde d'avant, on la retrouve dans votre livre, je vais le citer, Le fétiche et la marchandise, où vous décrivez, vous dénoncez en réalité cette haine, cette aversion et cette défiance. Je vous remercie pour ce grand entretien, Michel Onfray. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur CNews Europe 1. Merci encore. Merci Michel Onfray, merci à vous Sonia Mabrouk également. Restez sur Europe 1, il est 8h28. Dans un instant, vos signatures, la revue de presse d'Olivier Delagarde, le zapping politique de Dimitri Vernet et le billet de Philippe Val sur Europe 1. Europe 1 matin.